et à toutes. Moi, je suis Cédric Claquin, je suis un des coopérateurs de la commission culture. Par ailleurs, j'ai d'autres activités dans la musique et les industries culturelles, puisque je suis directeur général adjoint d'une coopérative qui essaie d'inventer à son niveau des modèles alternatifs de rémunération pour les artistes en se concentrant sur les indépendants. Et ça nous amène aussi dans notre pratique professionnelle à se frotter un petit peu du milieu de la recherche et de l'éducation. Donc il nous semblait intéressant sur cet après-midi qui s'appelle quand même Culture, Éducation et Coopération de commencer avec effectivement deux personnes qui ont l'expérience de ce qu'ils vont vous dire autour de moi. Donc à la fois Michel Briand qui est donc directeur adjoint de la formation à Télécom Bretagne, qui a été longtemps donc élu à la ville de Brest sur ces questions de numérique, d'éducation à de nouveaux formats de coopération et à l'économie sociale et solidaire, et qui reviendra, je pense, largement là-dessus, notamment parce qu'il est membre du Conseil national du numérique et ça lui donne une posture un petit peu extrêmement actuelle, puisqu'il y a plein de travaux qui sont en cours. Et à ma droite, donc Jean-Pierre Berthet, qui est directeur de la stratégie numérique à l'École centrale de Lyon, et qui, là aussi, à travers le réseau des Learning Labs dont on reparlera, essaie complètement de réinventer les façons dont on enseigne aujourd'hui, dont on partage, dont on apprend à construire des savoirs et à les diffuser autour de soi. Donc dans les enjeux, dans les 45 minutes qui s'ouvrent, je vais d'abord effectivement laisser la parole à Michel pour justement un petit peu donner les enjeux, parce qu'effectivement il sort d'une réunion du CNN notamment, mais là-dessus pour un petit peu autour de ces questions d'innovation éducative, parce qu'on va parler de plein de notions, vous verrez effectivement de modèles alternatifs, de MOOC, même si ça constitue une partie un peu facile, on le verra, de rentrer dans l'innovation pédagogique. Il n'y a pas que les MOOC. Et donc, du coup, il y a des choses qui s'inscrivent dans des histoires plus longues. L'innovation, elle a commencé avec les écoles Montessori, Freinet, etc. Et la question, c'est maintenant comment les nouvelles technologies apportent quand même des possibles et des méthodes de travail dont il faut s'emparer. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Michel. Bonjour, donc merci pour cette invitation à un échange. Donc, j'ai été élu écolo, adjoint au maire et puis vice-président sur Brest pendant 19 ans. 19 ans, c'est bien parce que pour élaborer une politique publique, un mandat, ça ne suffit pas, il en faut un petit peu plus. Et au troisième mandat, j'ai arrêté, comme il se doit. Et donc aussi parce que les choses sont un petit peu maintenant mises en place sur le territoire, en particulier grâce à la formation à la coopération. Une centaine de personnes ont suivi des formations actions d'une centaine d'heures pour apprendre à coopérer. J'en reviendrai là-dessus parce que c'est vraiment pour moi un point essentiel. L'école nous apprend à cacher notre copie et nous, ce que nous avons essayé de faire justement, c'est apprendre à réutiliser ce qui existe déjà, apprendre à travailler avec d'autres, et c'est complètement anticulturel. Anticulturel dans nos organisations, y compris politiques, dans les collectivités territoriales, dans les services publics et dans beaucoup d'entreprises. Et donc apprendre à coopérer, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et je rêve d'un jour où effectivement tous les cadres écolos suivront cette formation pour apprendre à coopérer. Je pense que ça changera des choses dans la convivialité et dans les rapports entre les personnes. Donc là, j'interviens au titre aussi un petit peu de l'expérience du travail mené au sein du Conseil national du numérique. Rapidement, ce conseil, c'est une trentaine de personnes qui ont été nommées par les hautes autorités. Et donc, des gens ont été nommés sur leur personnalité ou ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Et ce conseil fonctionne maintenant depuis en gros 2 ans. Et nous avons produit une série de rapports, dont un des plus connus, c'est sur l'inclusion, qui explique qu'au-delà de parler d'une fracture numérique, il faut parler davantage de comment inclure les personnes dans la société transformée par nos usages du numérique. Mais inclure les personnes, c'est aussi bien inclure un maire ou un chef de service que inclure des personnes des quartiers qui n'ont pas forcément l'habitude des outils du numérique. Et pour nous, force est de constater que beaucoup de décideurs et beaucoup de responsables n'ont pas compris les enjeux de transformation du numérique. Aujourd'hui, on nous parle encore de mettre des tablettes dans les écoles, alors que l'enjeu essentiel, c'est de nouvelles façons d'apprendre à l'heure du numérique. Et donc, nous avons produit, après ce rapport sur l'e-inclusion, un deuxième rapport en novembre 2014 qui s'appelle Jules Ferry 3.0, justement sur qu'est-ce que peut être l'école transformée par nos usages du numérique. Et le point sur lequel je voulais un petit peu insister en introduction, c'est justement la notion d'école ouverte et créative et juste que nous avons mis en sous-titre de notre rapport et qui nous semble la trame des transformations. Nous sommes dans un système où tout est décidé d'en haut au niveau de l'éducation.
les places laissées aux innovations pédagogiques, elles existent certes à l'école, et plus vous remontez dans le collège, le lycée, les places à l'innovation sont encore très très faibles. Et nous pensons qu'il faut effectivement que l'école s'ouvre davantage sur la cité et que les jeunes apprennent dès le plus jeune âge à pouvoir effectivement être acteurs d'une société où le numérique prend autant de place. Être acteur de la société avec le numérique, c'est peut-être par exemple faire des cartes participatives dans la ville, sur les déchetteries, sur les parcours vélos, sur l'accessibilité, et le publier. Faire un reportage et le publier. Aujourd'hui, rares sont effectivement, à part à l'école, les occasions où les lycéens, les collégiens ont l'occasion effectivement de travailler à plusieurs et de rendre au public ce qu'ils font. En publiant sur Internet, que ce soit sur un wiki, sur un blog ou autre chose, eh bien, on apprend les règles de publication. On apprend à utiliser des licences qui permettent de réutiliser, comme Creative Commons. On se rend compte qu'on n'a pas le droit de couper-coller n'importe quoi. Et donc, il y a tout un apprentissage d'une forme de citoyenneté numérique qui pourrait être faite ainsi. Et une des propositions que l'on fait dans le rapport, justement, c'est de faire en sorte que dans chaque classe, chaque année, il y ait au moins un projet ouvert sur la cité et la société. Donc, cette notion d'école ouverte est importante parce que derrière, c'est aussi aller à la rencontre du monde. C'est aussi travailler en équipe, pas un professeur tout seul dans sa discipline, mais en équipe pédagogique. Et c'est vraiment des choses qui nous semblent importantes, que l'école apprenne à apprendre. Il y a une expérience qui a été menée sur la région parisienne avec François Tadei dans une classe élémentaire l'année dernière où ils ont placé les enfants en situation de chercher, de trouver des solutions à des problèmes. Donc avec une fourmilière qui a été installée dans la classe, les gamins, en discutant avec des scientifiques, ont appris à poser des problèmes. Moi, personnellement, professionnellement, j'ai un boulot, je travaille dans le supérieur comme mon ami, et qu'est-ce que nous récupérons sortant des classes prépa, mais à la limite, à l'université, c'est un peu la même chose. Nous avons des élèves qui ont appris à résoudre des problèmes bien posés. Mais ces problèmes bien posés ne sont pas ceux du monde réel, c'est des problèmes avec des équations. Et ce n'est pas ça le monde réel. Donc apprendre à résoudre des problèmes du monde réel, apprendre à imaginer les problèmes, à poser des problèmes, l'école aujourd'hui ne le fait pas. Donc c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut avancer, parce que de plus en plus de contenus sont en ligne, de plus en plus de contenus sont disponibles, et les gens vont pouvoir de plus en plus apprendre tout au long de la vie. Et c'est heureux, parce qu'on estime que dans 20 ans ou 30 ans, 50% des métiers actuels auront disparu. Donc il faudra bien apprendre ces nouveaux métiers, et donc l'école doit préparer à ce changement. Donc on ne doit plus être dans simplement une approche de programme, mais dans une approche où aussi, je dis bien aussi parce qu'il ne s'agit pas de rejeter les cours, on apprend aussi, à part des systèmes de classe inversée ou d'autres, de faire en sorte que les jeunes aillent lire un contenu, écouter une vidéo, chercher de l'information, et ensuite, en classe, on résout un problème. On se pose des questions. Et si possible, on le résout de manière collaborative avec d'autres. Donc c'est un peu ça le sens un peu du rapport Jules Ferry. Tous les rapports du Conseil national du numérique sont en ligne sur le site. On estime que notre travail appartient à tout le monde et donc est réutilisable. Et donc tout est publié sous une licence Creative Commons by SA. Le point également important dans cette approche, c'est de dire qu'on n'a plus le temps. Auparavant, l'éducation nationale pouvait prendre le temps dans l'évolution de ses programmes. Aujourd'hui, il faut bien voir la réalité. Les États-Unis ont investi l'an passé $1 milliard dans ce qu'on appelle l'EdTech, les technologies éducatives. C'est-à-dire qu'en fait, de nouveaux entrants extérieurs au monde de l'éducation sont en train d'arriver. De la même façon que Google est arrivé sur un certain nombre de secteurs, que Blablacar est arrivé, que Airbnb, Le Bon Coin. On a de nouveaux entrants qui vont bousculer le secteur traditionnel. Et que aujourd'hui, par exemple, dans un système comme la Khan Academy, qui fournit des cours de maths en ligne, la Khan Academy a 1 million d'élèves en ligne. Et donc, ces formes nouvelles d'accès au savoir et de travail, eh bien, il va falloir effectivement les explorer. Et si on ne les explore pas, ça veut dire qu'il y a d'autres modèles qui vont se développer. Dans des pays plus libéraux, comme que la France, comme l'Angleterre ou les États-Unis,
les écoles ont le droit de se désaffilier de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de recevoir le même argent pour les salaires en se débrouillant, en faisant leur propre programme. Et ce système-là, tôt ou tard, il risque d'arriver. Je ne dis pas que c'est un bien, mais je dis que si l'école ne se réforme pas, ne prend pas en compte un peu cette nécessité d'apprendre à coopérer, à s'ouvrir sur le monde, d'autres systèmes éducatifs vont se mettre en place en concurrence. Qui va les utiliser? Est-ce qu'il y aura de la ségrégation sociale? Il y a plein de questions qui se posent, mais ce mouvement est en marche. Et ce mouvement, on ne peut pas l'arrêter simplement, parce que ce mouvement est un mouvement qui apporte de l'efficience. De la même façon que quand vous avez quelque chose à vendre, maintenant vous pensez plutôt au Bon Coin qu'à votre presse quotidienne régionale. Et donc on a effectivement des systèmes alternatifs qui se mettent en place et qui sont importants. Et l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est qu'il faut apprendre à coopérer pour les enseignants, et il faut aussi apprendre à partager. Aujourd'hui, si vous regardez les sites des universités ou le site des lycées, en bas, c'est du copyright, interdiction de réutiliser, comme d'ailleurs 99% des sites des collectivités territoriales en France. C'est payé par de l'argent public, mais pas touche. C'est à moi et pas à toi. Aujourd'hui, un étudiant de Centrale Lyon ou de l'université à Lyon ne peut pas accéder aux cours de l'université de Brest. Tout est fermé à clé derrière des intranets. Mais pourquoi donc? Pourquoi fermer les choses? Si ce que vous produisez comme contenu de cours est intéressant, pourquoi pas faire en sorte que ce soit utilisable par d'autres? Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle l'Open Education, qui est parti du MIT. Il y a 30 universités en Espagne qui font partie de l'Open Education. En France, il y a une seule université, une seule école d'ingénieurs, une seule école de management. On est les dernières roues du carrosse en Europe. Pourquoi? Parce que dans le service public français, les choses sont fermées à clé. Ça, c'est vraiment une culture française qu'il faut effectivement, qui est interpellée par le numérique. Avec le numérique, pour la première fois, notre société est confrontée à l'abondance. Faire en sorte que lorsqu'un professeur produit un cours, il soit réutilisé par d'autres cours ailleurs, par d'autres élèves ailleurs, ça ne coûte rien. Et donc, apprenons à fabriquer des cours ensemble. Et ce que je raconte n'est pas utopique, parce que des profs de maths qui sont regroupés autour d'une structure qui s'appelle Césamat l'ont fait. Et donc, ils sont organisés et ils produisent des contenus de cours de maths dans un statut associatif. Et aujourd'hui, ils ont 20% de part de marché sur les collèges en France. Donc ça veut dire que l'auto-organisation fonctionne, on produit des cours de qualité, et comme l'éducation nationale ne comprend pas ça, eh ben, ils sont autofinancés, c'est-à-dire qu'en vendant les bouquins de maths de collège, ils payent les 5 salariés de l'association. Et puis comme ils trouvaient ça bien, ils ont dit on va essayer de créer une plateforme de contenu en ligne dans lequel il n'y ait pas simplement les cours, mais toute une série d'exercices pédagogiques, d'exercices de simulation. Et ils ont créé donc une plateforme de cours en ligne. Et ils ont 1 million d'élèves. C'est-à-dire que la plus grosse plateforme aujourd'hui éducative en France est une organisation autonome d'enseignants qui s'autofinancent. Donc ce n'est même pas un problème d'argent. Et là, ce qui est incompréhensible, c'est que cette expérience qui marche, eh bien, ils auraient pu, l'éducation nationale, dire mais si ça marche pour les profs de maths, pourquoi ça ne marcherait pas pour les profs d'histoire géo, d'anglais, de français et d'autres matières? Et rien ne se fait. Donc ça veut dire que ce nouveau mode d'organisation qui commence à émerger, qu'on appelle le temps des communs, les choses que l'on va produire et qu'on va accepter de partager, et qui est celui de Wikipédia, celui des cartes ouvertes OpenStreetMap. Ce mode-là est un mode qui peut se développer dans l'éducation. Il se développe aux États-Unis avec un certain nombre le MIT, Stanford, Harvard, ont tous leurs cours comme ça, mis en commun. En France, c'est quelque chose d'un peu encore tabou. Et donc, c'est aussi un enjeu extrêmement important. Et dans le débat, on en a discuté au Conseil national du numérique ce matin, dans le débat justement, est-ce qu'il faut élargir les exceptions, avoir un fair use comme aux États-Unis, exceptions pédagogiques, etc. Ce n'est pas le bon débat. Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire en sorte que sur les millions d'enseignants, vous en ayez 10 000 qui partagent et produisent des communs. Ça sera bien plus efficient que d'aller pinailler sur telle ou telle chose.
Et donc, apprendre à produire des communs, c'est essentiel. Et encore une fois, ça fonctionne. Regardez Césamat, ça fait 5 ans que les cartes en Bretagne utilisent le fond de carte OpenStreetMap, qui sont des cartes participatives où chacun marque les choses. Et c'est le fond de carte officiel des services de l'État en région, de la région Bretagne, des départements et des agglos. La carte de l'IGN est un second choix. Et donc, toute cette culture des communs, qui est nouvelle, eh bien, il faut la développer. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et l'intérêt des communs, c'est que tout le monde a des petits communs près de chez lui. Un jardin partagé, c'est un commun. Mettre votre blog en Creative Commons, c'est un commun. On a eu ce débat dans la commission Partage 2.0. Et puis, de fait, tous les sites verts, les gens ne savent pas, mais tous les sites des groupes verts sont en Creative Commons et réutilisables. Et donc, aller dans ce sens des communs est quelque chose de vraiment essentiel. Et pour dire que ce n'est pas que idéologique, c'est un truc d'efficience. Aujourd'hui, le site qui se développe au niveau de ce qu'on peut appeler les cours ouverts à distance, à part Fun, je te laisserai en parler tout à l'heure, c'est le site qui s'appelait le site du zéro, un site d'informaticien, qui maintenant s'appelle Open Classroom. Eh bien, tous les cours d'Open Classroom sont en Creative Commons. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même prendre le cours d'un langage quelconque informatique, d'une base de données, n'importe quoi, et le reprendre et l'enseigner dans votre carte, c'est légal. Il y a 3 ans, l'Éducation nationale avait ouvert une plateforme de cours de l'été à distance, copyright. Donc ça veut dire que tout usage collectif était interdit. Et donc le secteur privé aujourd'hui développe effectivement des pratiques de ce type-là, et Open Classroom a 1 million d'élèves en ligne, c'est une boîte privée. Simplement, ils font comme d'autres, c'est-à-dire que l'accès aux cours est gratuit, et après, si vous voulez avoir un certificat, vous payez un petit peu. Si vous voulez avoir des conseils d'un prof, vous payez un petit peu. Et ce modèle marche, parce qu'il y a tellement d'élèves en ligne que même s'il n'y en a que 1 sur 100 qui va payer quelques euros, si vous avez 1 million d'élèves en ligne, 1 sur 100, ça fait 10 000. S'ils payent 50 euros, ça fait 500 000 euros. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ces questions de commun sont essentielles. Donc moi, je participe à un réseau avec Valérie Peugeot et d'autres qui s'appelle le réseau français des communs. Et nous organisons en octobre le temps des communs. On avait fait Brest en bien commun en 2009, on avait fait Brest en bien commun en 2011. En 2013, c'est devenu Ville en bien commun. Il y avait 30 territoires. Et là, on espère 100 territoires. Et vraiment, c'est vraiment important que là où vous habitez, regardez les communs près de chez vous. Contribuer au commun. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Tout le monde peut participer au commun. Et donc, c'est un point important. Je termine juste alors après sur la coopération. 2 petits exemples brestois, parce que ce qui est important aussi, c'est quand on fait quelque chose, que ce soit ancré sur le territoire. Et donc, sur la coopération, j'ai ouvert un site qui s'appelle innovationpédagogique.fr, qui essaye de mettre en réseau l'innovation pédagogique. Donc, on a pris le temps avec l'ingénieur pédagogique avec qui je travaille d'aller regarder qui avait pris des initiatives dans mon école. Il y a 150 enseignants, 40 initiatives. Et on n'est pas une école à part, il y en a autant sûrement à Centrale Lyon. Mais simplement, on n'est pas dans une logique du donner à voir. Ça, c'est aussi quelque chose d'important de la société transformée par le numérique. Apprendre à publier, comme je le disais pour les gamins, c'est apprendre à donner à voir. Dans un domaine un peu annexe, j'ai travaillé sur l'économie sociale et solidaire et sur les innovations sociales. J'ai commencé à collecter sur Brest, dans un site Brest Créative, les innovations sociales qu'il y avait sur le territoire. Rien que dans les domaines de mes délégations, qui étaient la citoyenneté, le numérique et l'ESS, j'en ai trouvé 60 publiés en ligne, que tout le monde peut voir. Ça veut dire que si maintenant on rajoute les autres thèmes de la jeunesse, des personnes âgées, de l'éducation, du sport, il y en a 200 sur Brest. Si je passe à l'échelle sur la Bretagne, 6000. Pourquoi il n'y a aucun site financé par les régions, le département, qui donnerait à voir ces innovations? Les choses restent isolées. Et aujourd'hui, vous êtes bien placé pour le savoir, la transformation politique ne va pas forcément venir des partis, mais elle va aussi venir de tout ce mouvement ascendant des gens, des territoires en transition, des transitions citoyennes, d'Alternativa, des gens du logiciel libre et autres. Et donc, on a besoin aujourd'hui de mettre en réseau ces innovations sociales. Et donc ça s'apprend à l'école. Regarder autour de soi, rencontrer les gens, mettre en valeur ceux qui font, et pas les diseurs. Et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et des derniers exemples, et j'arrêterai là, eh bien la coopération, ça s'apprend. Donc on a, grâce à une formation qui s'appelle l'AnimaCoop, tous les contenus de la formation sont en ligne. C'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est organiser la formation.
on met les contenus en ligne pour que ensuite d'autres acteurs de la formation locale, à Lille, à Montpellier, à Lyon, etc., puissent se les réapproprier. Et c'est des formations actions qui durent 100 heures, 6 heures par semaine pendant 14 semaines, pour apprendre à coopérer. Et je dis, il y a besoin de ça, parce qu'on ne sait pas coopérer. Sinon, on verrait plein de mises en réseau d'initiatives. Et il y en a vraiment très peu. Résultat de ces formations à Brest, où on a dépassé plus de 100 personnes formées, 9 sessions. Ben aujourd'hui, sur les acteurs du libre, il y a une maison du libre. Sur les Fab Labs, les ateliers de fabrication numérique, il y a un gros Fab Lab de 500 mètres carrés avec des dizaines de participants. Et les documentalistes, ben, elles se sont dit, pourquoi pas créer un réseau. Et donc, elles ont créé un réseau qui s'appelle Doc à Brest. Aujourd'hui, on en est, 2 ans après la création du réseau, à 174 documentalistes. Je ne sais pas combien de documentalistes sur le territoire, peut-être 300. Mais on est presque à la majorité des gens qui appartiennent à un réseau. Et donc, comment on crée un réseau, comment on fait vivre un réseau, c'est important. Parce que ça produit de la richesse. Avant, les documentalistes, pour se former, elles allaient à Rennes ou à Paris. Aujourd'hui, il y a tellement de documentalistes dans le réseau que quand quelqu'un demande une question sur Zotero, NetVibes, sur les outils de veille, il n'y a pas de problème, il y a toujours quelqu'un qui le fait. Résultat, il y a pratiquement une activité par semaine. Tout ça avec un réseau dans lequel il n'y a aucun permanent, il n'y a aucun budget. Les gens s'auto-organisent parce qu'ils ont le plaisir de coopérer, de se rencontrer, s'aider les uns les autres. Là, je suis en train de tenter, ça va être très difficile, de créer un réseau prof à Brest. Donc l'idée, c'est de réunir tous les acteurs de l'éducation sur la base d'une éducation, d'une école créative et ouverte, pour de la maternelle au supérieur, en passant par les chambres de l'école des apprentis, l'école d'art, l'éducation populaire, les petits débrouillards. Essayer de réunir tous les acteurs pour aussi partager les pratiques, apprendre ensemble et faire évoluer l'école, parce qu'elle ne va pas forcément évoluer par les inspecteurs d'académie, elle évoluera par notre capacité à coopérer, notre capacité à innover et à mettre en réseau et à créer du mouvement. Merci pour ce manifeste à produire et à penser en commun et en réseau. Peut-être pour compléter par rapport aussi aux néophytes que nous sommes, contrairement à vous deux, essayer peut-être de revenir un petit peu sur les champs d'application un peu concrets de ce que c'est que ce panorama des innovations plus pédagogiques. Voilà. Bon, je vais me présenter d'abord. Jean-Pierre Berthet, moi je suis directeur de la stratégie numérique à l'École centrale de Lyon. Et je dirige aussi un laboratoire d'innovation pédagogique qui s'appelle le Learning Lab, que l'on a monté il y a maintenant 3 ans, enfin 2 ans et demi. Donc au Learning Lab, on travaille sur 3 aspects. C'est les méthodes pédagogiques, les technologies, en quoi les technologies numériques et non numériques impactent ces méthodes, et puis aussi la réflexion sur les lieux d'apprentissage. Est-ce que la société bouge ? J'étais très frappé par une image que m'a donnée un collègue israélien il n'y a pas très très longtemps, qui montrait des gens au travail dans différents secteurs. On voyait de la coopération partout. Puis le seul endroit où ça bougeait pas, où il y avait encore des chaises qui étaient alignées, c'était l'école. Voilà, donc on enseigne encore à plein d'endroits, comme on enseignait au début du XXe siècle. Voilà. Et donc on travaille nous sur ces aspects-là, c'est de transformer aussi les espaces d'apprentissage, alors que ce soit des espaces physiques et des espaces virtuels. Alors, ça donne quoi, ce mélange-là ? C'est des murs écritoires pour développer la créativité, c'est des chaises à roulettes sur lesquelles on peut faire du travail coopératif très rapidement, c'est l'accès à des ressources en ligne. Alors, pourquoi on fait ça ? C'est parce qu'on s'aperçoit, c'est ce que Michel disait, c'est que beaucoup de savoirs sont en train d'être mis en ligne complètement, des ressources ouvertes. Donc, la transmission du savoir, le cours magistral, c'est plus un problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles et les universités ? On continue à faire des cours classiques ? Ou est-ce qu'on est dans la transformation, la transformation du mode d'apprentissage, et on est plutôt sur non plus enseigner, mais apprendre, c'est-à-dire c'est faire travailler les étudiants, les élèves de manière coopérative sur la pédagogie par projet, la pédagogie par problème, et compléter, je dirais, ce qu'ils peuvent recevoir en termes de transmissif en ligne par des choses où ils sont beaucoup plus actifs. Donc ce phénomène-là s'appuie beaucoup sur les phénomènes de éducation que tu soulignais. C'est-à-dire qu'on trouve maintenant le transmissif, le cours, c'est plus une difficulté, on les trouve partout. C'est à 2 clics. Par contre, quelles compétences il faut donner ? Je partage aussi en disant qu'on doit former des gens pour 30 ans. Ils auront des jobs qui n'existent pas encore. Et leur boulot, ça va être de résoudre des problèmes. On ne sait même pas que c'est encore des problèmes pour l'instant, et avec des outils qui n'ont pas encore été inventés. C'est juste ça qu'il faut faire en éducation. Donc il faut des socles de connaissances, mais aussi il faut donner des compétences.
J'ai un collègue canadien qui disait l'éducation, c'est comme un bon gâteau. Un gâteau, il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients, ça va être les connaissances que l'on donne. Et puis la recette, la manière de le faire, ce qui va faire que le gâteau il est joli, c'est les compétences qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc l'éducation, c'est ça. C'est faire un gâteau qui a à la fois des connaissances et des compétences. Et donc les compétences clés qu'il faut faire travailler au niveau des étudiants, c'est leur apprendre, et c'est vrai, je pense aussi, y compris dans le secondaire, c'est développer la créativité, développer la communication, développer la coopération, et développer aussi l'esprit critique. L'esprit critique, c'est important, c'est-à-dire que la vérité, c'est pas dans les 2 premières pages quand on tape sur Google, c'est pas ça. Il faut apprendre aussi aux gens à être critiques par rapport à ce qu'ils reçoivent comme information. Donc voilà. Alors moi j'ajouterais ça c'est ce qu'on trouve classiquement dans la littérature, moi j'ajoute aussi la citoyenneté. Il faut aussi apprendre aux gens à être citoyens. Voilà. Donc là c'est les 4C, on passe aux 5C. Donc au Learning Lab, c'est ce que l'on fait avec nos étudiants, avec les enseignants. On a aussi des journées que l'on monte, qu'on appelle les Open Education Day, dans lesquelles on fait venir des étudiants, des enseignants, des gens du monde professionnel, et qui créent ensemble des ressources libres en une journée. C'est-à-dire, voilà, créer une ressource en une journée, c'est possible. On prend un sujet, chacun apporte des sujets, on fait un pitch sur le meilleur sujet, celui qui est le plus intéressant, et on dit mais pourquoi on veut donner le désir d'apprendre. On part d'abord sur le désir d'apprendre, et ensuite on apprend à faire des ressources. Alors, on a maintenant créé un réseau, on met en réseau en fait différentes universités et écoles. On a un réseau d'une vingtaine de Learning Labs, donc qui sont des lieux dédiés à l'innovation pédagogique, qu'on essaie de mettre en réseau parce qu'on est tous en train d'apprendre finalement, et on essaye maintenant de se structurer, d'avoir des axes de recherche en commun et de publier en commun. Je reviens sur l'open education. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Je vous donne un exemple d'un collègue quand il est revenu professeur d'université, il fallait qu'il crée un cours. Et en fait, plutôt que de refaire son cours de A à Z, il a fait un cours entièrement avec des ressources libres. C'est-à-dire qu'il est allé chercher, et alors ça, par contre, c'est la transformation du rôle de l'enseignant. C'est donner du sens. Les ressources libres, on en trouve partout. Mais donner du sens, c'est de dire, on prend cette ressource, on met celle-là, et on fait quelque part un travail d'ingénierie pour créer quelque chose qui a du sens. Lui, il a fait son cours complet, c'était en génie civil, un cours complet de génie civil sur les ponts, en prenant des simulations qui venaient d'Indonésie, en prenant des bouts de cours qui venaient des États-Unis, en prenant d'autres, etc. Et en assemblant toutes ces ressources, il a créé un cours complet et qu'il a donné à ses étudiants. Il disait, mais le résultat, c'est comme si moi je donnais mon cours, ça marche aussi bien. Par contre, ce que je faisais moi en tant qu'enseignant, c'est je crée ceci, je vais chercher les bonnes ressources, et puis je les fais travailler de manière collective. Donc c'est un changement de posture de la part des enseignants. Moi j'aime beaucoup une analogie qui est l'analogie du théâtre. En fait, avant on peut dire que l'enseignant il était sur scène, c'est un acteur, puis il avait des spectateurs qui l'écoutaient religieusement, comme on fait actuellement. Et maintenant il faut changer de paradigme. C'est de dire l'enseignant doit devenir un metteur en scène des savoirs. Il faut qu'il fasse monter les élèves, les étudiants sur scène pour qu'ils deviennent acteurs et qu'ils soient acteurs de leurs apprentissages. Je rejoins complètement cet aspect-là. Être acteur de ces apprentissages, c'est important. Mais ça veut dire aussi qu'il faut éduquer les enseignants à ça, parce que les enseignants ne sont pas prêts à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été dans un modèle où on les a éduqués classiquement, c'est-à-dire qu'ils reproduisent le modèle. C'est normal, c'est humain. Ils reproduisent le modèle qu'ils connaissent. Combien d'enseignants, moi j'ai vu avec mes enfants dans le secondaire, enfin vous avez les deux, c'est soit ceux qui disent oula, Wikipédia c'est tout faux, on n'y va jamais, ce qui est un non-sens, et ceux qui ne disent rien par rapport aux droits d'auteur, par exemple, et disent Internet, vas-y, c'est tranquille, fais quelque chose, tu prends à droite, à gauche, puis tu fais ton document. Sans citer les sources, sans parler de plagiat, sans parler de ressources et de droits derrière, de droits d'auteur autour des ressources. Donc il y a un manque de formation évident des enseignants, et de compréhension déjà, mais de formation des enseignants par rapport à ça. Et la seule réponse, malheureusement, qu'on donne très souvent, c'est on met de la technologie, on met des tablettes. Enfin, j'ai joué mon dinosaure, moi j'ai commencé à travailler sur les technologies éducation depuis les années 80, mon Dieu.
Voilà, mais à l'époque, on appelait ça le plan informatique pour tous. Les plus anciens reconnaîtront. On a mis des ordinateurs Thomson dans toutes les écoles. Allez-y les gars. Non, vous avez la techno, tout va bien, vous allez faire de l'innovation. Ben non, ça marche juste pas comme ça, quoi. C'est d'abord des questions de pédagogie. De pédagogie, c'est travailler autrement, faire en sorte de travailler autrement. Ça s'apprend. Et après, seulement la technologie, c'est qu'un outil. C'est un outil comme un autre. Il faut remettre cet outil à sa place. C'est un fabuleux outil. C'est un outil qui permet de faire bien plus de choses, de permettre aux gamins de publier. Moi, je trouve toujours génial quand on voit des classes qui suivent des chercheurs qui vont faire, qui vont faire des expériences scientifiques en Antarctique, qui mettent leurs données et puis les gamins récupèrent ça, ils en font des blogs, etc. Ça, voilà, on apprend juste à produire ensemble. Autre constat aussi, alors je reviens à la formation des enseignants, c'est former les enseignants à la pédagogie et au numérique, et aussi former les enseignants à être décloisonnés. Ce qui est dramatique, je pense, j'espère que ça va changer un petit peu, c'est qu'autant à la maternelle, on mélange, arrivé au collège, on travaille en silo. Et on fait ça jusqu'en terminale. Même parfois dans les classes préparatoires. Donc la première chose qu'on fait quand ils arrivent, ils ont été dans ces silos pendant des années, on leur fait travailler en projet sur des trucs où, ce que tu disais, c'est qu'on donne un projet, il n'y a peut-être même pas de solution. Ils n'ont jamais vu ça en fait. Généralement, on leur donne, ils savent résoudre des problèmes très très complexes, mais ils savent qu'il y a une solution au bout, avec une solution élégante mathématique. Là, on leur donne un truc, on leur pose, je ne sais pas si vous allez y arriver, il n'y a peut-être pas de solution, le problème n'est peut-être même pas posé, mais démerdez-vous et vous faites ça à 5. Et vous avez un an, en les accompagnant. C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, parce qu'ils ont fait les classes prépa tout seuls, ils ont appris tout seuls, donc, alors que la vie, c'est juste le contraire. Il y a une belle image, si vous cherchez, vous la trouverez facilement, où on voit une palette, vous voyez des tubes de pinceau, des tubes de couleurs, excusez-moi, des tubes de couleurs avec des couleurs différentes. Là, ça c'est l'école, puis vous voyez une palette où c'est tout mélangé, puis ça c'est la vie. Donc voilà, il faut éviter de faire des silos, il faut apprendre justement à faire que les choses soient mélangées. Alors, autre point sur le... On parlait des MOOC tout à l'heure, je vais juste faire un petit point sur les MOOC. FUN, c'est l'initiative qui a été mise en place par le ministère France Université Numérique pour essayer de développer les MOOC en France. C'était plus, moi je l'analyse plus comme une volonté de vouloir rattraper un petit peu les collègues, parce que les Américains sortaient un portail, et puis les Anglais sortaient un portail, il fallait que la France sorte un portail. Alors, moi je suis très critique par rapport au MOOC. Un MOOC, je ne sais pas si vous connaissez, Massive Open Online Courses. Alors, en français, c'est les flottes. C'est les formations en ligne ouvertes à tous. C'est plus simple, comme ça on comprend mieux. Alors, formation en ligne, c'est-à-dire que c'est sur Internet, ouverte. Ouverte, ça veut dire que n'y a pas de prérequis, tout le monde peut y aller. Alors, c'est ouverte parce que c'est gratuit, généralement, tout le monde peut s'inscrire, et à tous. C'est-à-dire, voilà, donc je vous donne un exemple de MOOC, un des premiers qui a été réalisé en France, c'est mon collègue Rémi Bachelet qui est à Centrale Lille. Il a fait un MOOC sur la gestion de projet. C'est l'ABC de la gestion de projet. Bon, voilà. Et puis maintenant, Rémi en a sa 5e saison de MOOC. Il a eu plus d'inscrits à ces MOOC que toute l'histoire de l'école centrale diplômée réunie. C'est-à-dire que depuis que l'école existe, lui, il a eu plus de personnes qui ont suivi son MOOC. Et alors, le principe, c'est vraiment, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Éventuellement, ceux qui veulent avoir une certification, ça peut être payant, comme tu disais, mais c'est un principe, c'est largement ouvert à tous. Nous, on a commencé à voir ça quand nos étudiants ont commencé à suivre, en plus des cours, des MOOC qui venaient de Stanford, du MIT, etc. Alors, je suis un peu critique par rapport au MOOC, parce qu'évidemment, comme la presse en a parlé un petit peu, tous les présidents d'université se sont agités autour de ça, en disant « Ouh là là, c'est la panacée, il faut faire tout ça ». Enfin, c'est comme tout, c'est-à-dire que ça, c'est pas une révolution, quoi. C'est juste une évolution. C'est-à-dire que la vérité va être dans l'hybridation. Les MOOC vont apporter effectivement de la liberté, de la souplesse, on peut apprendre quand on veut, mais ça ne va pas révolutionner non plus l'éducation. Il y a quand même quelques risques que moi je perçois un tout petit peu. C'est vrai que les Américains sont largement en avance par rapport à ça, ont développé beaucoup de choses. Beaucoup de boîtes privées se sont mis là-dessus, notamment Coursera, qui est une société qui a été créée par deux anciens profs de Stanford, qui réunit un nombre de cours assez impressionnant, puis plusieurs millions d'utilisateurs.
Ils se sont structurés aussi au niveau des universités comme le MIT avec Harvard. Ils ont mis quand même chacun 30 millions de dollars sur la table pour pouvoir développer ça. Enfin, ce n'est pas des philanthropes non plus. Hein. Ils font pas ça par pure philanthropie. Le principe pour eux, c'est de pouvoir attirer les meilleurs. Des MOOC, c'est voilà. On fait un MOOC, c'est ouvert à tous, puis on détecte les bons, puis on regarde les bons, on leur donne des bourses pour venir étudier aux États-Unis. J'ai un collègue qui est prof d'informatique, donc il n'est pas trop mauvais. Donc lui, il a suivi un des premiers MOOC d'informatique, puis il a reçu un mail, c'est Stanford qui proposait une bourse. Il croyait que c'était un étudiant. Voilà, donc c'est une manière de détecter, et donc du coup d'aller piquer les cerveaux ailleurs. Donc ça, c'est premier danger. Deuxième danger, vous avez un certain nombre de MOOC aux États-Unis qui ont commencé par la voie de la formation professionnelle à être reconnus comme étant des crédits universitaires. C'est-à-dire qu'on peut prendre des crédits sur des MOOC. Alors si on ne fait pas attention, dans l'accord de libre-échange qui est en train de se mettre en place entre l'Europe et les États-Unis, l'éducation est vue comme un marché comme un autre. Et le danger que moi je perçois par rapport à l'aspect, enfin en tout cas pour l'enseignement supérieur et la culture particulière qu'on peut avoir sur la manière d'éduquer, c'est que si cet accord de libre-échange se met en place et que l'on a des MOOC américains qui sont reconnus comme des crédits, demain ils seront reconnus comme des crédits ECTS et donc on pourra très bien avoir les Américains qui vont commencer à totalement cannibaliser potentiellement le système universitaire européen. C'est un risque potentiel à moyen terme. Donc il faut faire juste attention avec ce type d'accord. C'est le genre d'accord où si l'éducation est prise comme étant une marchandise comme une autre, on peut avoir des dérives de ce type-là. Tu veux ajouter quelque chose sur ce point-là? Voilà. Donc voilà, je termine sur les MOOC aussi, alors pour terminer le panel. Par contre, les MOOC sont intéressants parce qu'ils permettent de mettre les enseignants qui les pratiquent dans une logique aussi de ce qu'on appelle les classes inversées. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des classes inversées, alors je vous donne le principe des classes inversées. Les classes inversées, c'est de dire finalement, lorsque les gens sont ensemble, il faut les faire travailler. Et lorsqu'ils sont tout seuls, là, du coup, ils peuvent aller voir des ressources en ligne. Alors, généralement, dans un système de classe inversée, on donne des ressources à voir avant, et puis lorsque les gens sont ensemble, ils débattent. Si on avait fait un débat inversé ici, moi j'aurais enregistré une capsule vidéo, Michel aurait fait la même chose, et puis au lieu de nous écouter, on aurait fait un débat. Voilà. La classe inversée, c'est à peu près ça. C'est exactement le même principe. Ça se fait dans tous les domaines. Un domaine qui est généralement pourtant très très académique, c'est la médecine, la première année de médecine. Ce que font certaines universités, c'est on fait des grands amphis où on en met 1000, et puis il y a un prof qui cause, puis on met aussi 3, 4, 5 amphis, puis on filme, enfin on reproduit, et donc il y en a 5000 qui écoutent le prof avec, y compris des agents de sécurité pour éviter qu'il y ait le bazar dans les amphis. Ça c'est un modèle. Et le prof continue à faire son cours. Et l'autre modèle que j'ai pu voir qui est vraiment très intéressant, c'est le prof ne fait plus son cours classiquement. Le cours, il l'a enregistré par ailleurs. Les étudiants le voient quand ils veulent, à leur rythme, la nuit, le jour, quand ils veulent, à plusieurs, tout seul. Et le prof, il fait des amphis de questions. À la fin, il y a toujours un examen. Sauf que l'amphi de questions, quand ils viennent, les étudiants, ils ont vraiment des questions. Ils ont suivi le cours avant, mais ils ont des questions. Et donc là, ceux qui viennent sont motivés et ils sont là pour apprendre. Donc ça change totalement la manière de faire. Alors, ça met en danger certains enseignants. Que certains collègues disent c'est facile, moi je donne mon cours, je donne depuis des années, je fais mon cours, puis il reste 2 minutes, vous avez des questions, il n'y a pas de questions, tout le monde a envie de se barrer. Alors que quand on fait des amphis de questions, ça met en danger le collègue. Il prend des risques parce qu'on peut avoir l'étudiant qui pose des questions sur lesquelles on n'a pas la réponse. Il faut savoir être modeste et dire je n'ai pas la réponse et on va peut-être la charger collectivement. Voilà. Donc voilà le principe de ces nouveaux modèles autour de l'éducation. Le numérique là-dedans aide, transforme, mais n'invente pas. C'est juste un moyen nouveau qui permet d'aller plus vite et de faire différemment. Alors, il va nous rester, on va dire, 10 minutes. Malheureusement, on n'a pas fait un débat inversé, ce qui nous aurait permis d'avoir... pour laisser un peu de la place à des réactions, je vais laisser Michel compléter. Et après, juste pour vous dire qu'on vous fera des liens dans la foulée vers des ressources qui permettront de creuser un petit peu tout ça, tout ce qu'on n'aura pas évoqué. Juste pour pas qu'on pense que ce qu'on dit concerne que l'enseignement supérieur, je voudrais juste donner un exemple qui s'appelle le projet Intergénération à Brest. Monique Argouache, qui est prof de dispositif relais,
je ne sais pas si vous connaissez, c'est les gamins qui sont les plus en difficulté de collège. Il y a 2 classes relais sur le bassin brestois, donc c'est 15 gamins sur 300 000 habitants. Eh bien, ces gamins qui étaient en difficulté, elle a simplement mis en situation différente. Ils apprennent le numérique à des personnes très âgées, moyenne d'âge 85 ans, de la résidence Louise Leroux. Et le fait que des gamins en difficulté, qui étaient impatients, soient mis en situation de professeur, change complètement leur attitude. Ils reprennent confiance en eux, ils deviennent patients. Et donc c'est un petit peu ça, les modèles de l'école ouverte et créative. C'est permettre effectivement de mettre les enfants, y compris donc tous ceux qui sont les décrocheurs, pour des raisons ou une autre, en situation d'être acteurs de leur apprentissage, d'être acteurs de la société. Et je pense que c'est vraiment important de changer effectivement ce rôle et d'ouvrir des possibilités aux jeunes d'apprendre et de créer. Et juste 2 points que je n'avais pas cités dans le rapport du Conseil national du numérique. Un point qui est important, c'est la littératie numérique, c'est-à-dire comprendre les transformations de la société avec le numérique. Encore une fois, on a eu l'occasion d'échanger sur nos rapports avec un certain nombre de personnes, y compris au plus haut niveau, qui voulaient mettre des tablettes, pour leur dire que ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt ce qu'on a voulu expliquer. Et notre proposition qu'on fait, c'est aussi de créer un bac humanité numérique. À un moment donné, quand l'économie a pris de l'importance, on a créé le bac ES. Aujourd'hui, le numérique est important. Et on voudrait que les gens apprennent effectivement des choses sur le numérique, y compris que ce soit valorisé comme une option au bac. Mais l'humanité numérique, ça ne veut pas dire simplement apprendre l'informatique. Ça veut dire apprendre à coder. C'est important d'apprendre à coder parce que c'est apprendre à faire des erreurs. Est-ce que vous connaissez un endroit de cours au collège et au lycée où on vous apprend à faire des erreurs? Toute la vie, on fera des erreurs. Et c'est important d'apprendre à faire des erreurs, de ne pas avoir un 0 et du stylo rouge. Et quand vous programmez, vous faites des erreurs, sinon vous n'apprenez rien. Et le bac humanité numérique, c'est à la fois donc comprendre comment les outils numériques que vous avez les uns les autres fonctionnent, et comment aussi on fait du design, comment on fait de la créativité. Il n'y a pas que des sciences, il y a de l'art, de la culture. Lorsqu'on apprend à la ville de Brest, on a voulu développer l'écriture, ce qu'on appelle l'écrit public. La plupart des formations portaient sur comment j'écris un titre, comment je fais une brève, comment j'interviewe quelqu'un. Donc tout ça, c'est important. Sur tous les sites participatifs qu'on a à Brest, il n'y a plus de webmaster, il n'y a pas besoin. Tout le monde a le droit d'écrire. Donc sur un site comme Brest, on a 1000 rédacteurs, on a 100 administrateurs. Tout le monde a le droit d'écrire, mais par contre, il faut donner envie aux gens d'écrire. Et ça, c'est compliqué. Donc l'école doit effectivement intégrer le numérique comme un espace de créativité, qui n'est pas un espace que scientifique. Et que derrière, effectivement, y ait du travail en interdisciplinaire, comme tu disais. Petit complément, puis on passe aux questions. Oui, je complète sur l'intérêt du code. Il y a un autre intérêt d'apprendre dès le plus jeune âge à coder, parce que déjà, ça forme l'esprit, de savoir créer un algorithme, savoir faire des choses de ce type-là. Alors c'est pas nous qui le disons, ça se dit, c'est Pepper qui dit ça depuis les années 70. C'est vieux, tout ça. C'est ça, le logo, on a tous fait du logo. Mais voilà, c'est apprendre à coder, c'est aussi apprendre à un certain type de raisonnement. C'est un autre intérêt, quand on regarde quand même le développement qui se fait, si on regarde aux États-Unis, le développement autour du numérique, le développement de start-up, les start-up, c'est quand même majoritairement dans le domaine du numérique. Et c'est là où ça crée de la valeur. Mais apprendre à coder dès le plus jeune âge, c'est aussi apprendre demain à être des entrepreneurs du numérique. Un entrepreneur qui a juste fait une école de commerce et qui ne sait pas coder, il va juste un peu vendre du vent, mais il aura besoin de développeurs derrière. Si lui-même sait coder, si lui sait parler avec des spécialistes, il ira beaucoup plus vite dans la manière de développer les choses. Donc voilà. Si on veut que demain on ait un pays qui entreprenne dans le domaine du numérique et soit à la hauteur des autres pays, parce que malheureusement, quand on regarde l'histoire, on a toujours été très très bon en termes d'innovation en électronique. On a été très très bon pendant des années. Il n'y a plus d'électronique en France, c'est fini. On ne fabrique plus de matériel, c'est parti ailleurs. Dans le développement du logiciel, on peut avoir le même problème. Donc autant faire en sorte que nos enfants dès le plus jeune âge apprennent aussi à coder. Ça forme l'esprit, comme les mathématiques, mais en plus, ça a un vrai sens après derrière pour pouvoir développer des gens qui font des startups. Est-ce que vous avez des questions, même si cette mise en bouche courte de 45 minutes nécessiterait des prolongements? Help yourself.
Oui, c'est pour l'enregistrement. Moi, donc, je suis Grégory de la Commission nationale Partage 2.0 à Europe Écologie Les Verts. Et j'avais une question, enfin, c'était plus un témoignage, mais c'était aussi une question, c'est que toutes ces initiatives sont. Enfin, moi, je suis à fond pour ce genre de choses. Mais je voulais poser la question au niveau des pouvoirs politiques, au niveau des départements, des régions, y compris des ministères, ministère de la Culture, secrétaire d'État au numérique, ce genre de choses. J'ai pas vraiment l'impression qu'on soit dans cette tendance. Je donne l'exemple en fin 2013, on a ouvert en grande pompe le Nouma à Paris, qui est un lieu une grande ruche à start-up française. Et j'y étais allé avec 2-3 membres de la commission pour voir comment c'était. On avait été invités. Et j'étais assez abasourdi de ce que j'y avais vu. C'était du franglais à tous les étages, des grandes entreprises, Thales, Air Liquide ou Orange, qui se montraient sous le meilleur jour, c'est-à-dire sur le jour de on va vous aider avec vos startups, etc. Et tout ça mélangé dans un décor. Le décor était ahurissant. Alors, c'était tout neuf, tout flambant neuf, tout beau. Je me souviens de Fleur Pellerin avec plein de journalistes autour qui inauguraient tout ça en grande pompe. Ça avait l'air incroyable. Et c'était un décor vachement infantilisant. Il y avait même un garden plutôt qu'un jardin dans un coin avec de la moquette, de l'herbe synthétique. Et puis des petits trucs pour jouer, c'est pour se détendre, etc. Il y avait, enfin, tous les étages étaient en franglais et il y avait vraiment un côté, le numérique, c'est forcément créer des startups pour créer des emplois, point barre. Il y avait vraiment, alors, je ne vous raconte pas les panneaux de vendeurs de chacune des petites startups qui commençaient là et qui étaient tous avec des erreurs de français ou d'anglais incroyables dans les trucs imprimés, quoi. Et je me disais, il y a quand même, entre les initiatives comme les MOOC, les Creative Commons et autres dans la culture, et ce que font les pouvoirs publics, il y a un fossé énorme. Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours le cas en 2015 ? Un exemple tout simple. Où est-ce que les profs de lycée, je sais pas, à Stains, à Brest, à Reims ou ailleurs, peuvent travailler ensemble ? Ça s'appelle des tiers-lieux. Mais il n'y en a pas. Pourquoi on ne prend pas quelques salles de lycée qu'on transforme en tiers-lieux, c'est-à-dire en espace ouvert à tous les éducateurs du territoire pour qu'ils coopèrent ? On n'a pas besoin de NUMA. Le NUMA, ça existe, c'est très bien. Mais pourquoi on ne permet pas aux profs de coopérer ? Et ça coûte rien. Il suffit d'ouvrir 2 ou 3 salles de lycée. Donc il suffit qu'un proviseur de lycée le fasse, qu'un maire ou un conseil général ou conseil régional aide un peu financièrement. Et ça n'existe nulle part. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'apprendre à coopérer, de faire valoriser les innovations pédagogiques sur un territoire. Et comme je le disais tout à l'heure, des innovations pédagogiques dans n'importe quelle ville, il y en a des centaines ou des milliers. Mais donnons-les à voir. On a des élus écolos partout, dans toutes les villes, ou départements ou régions, enfin villes surtout. Faisons-le. Pourquoi on n'ouvre pas des espaces de tiers-lieux pour les profs ? C'est simplement à partir du moment où les profs vont se retrouver dans un lieu, échanger avec d'autres, ça va être une stimulation énorme pour coopérer. Voilà, donc avançons. Moi, que l'État n'avance pas vite, je le sais, mais c'est pas grave. Je ne vais pas convaincre la ministre, je ne vais pas convaincre les inspecteurs généraux de faire des communs. Les inspecteurs généraux, ils produisent des bouquins sur copyright pour les vendre. Donc, c'est pas leur intérêt. Donc, faisons effectivement des choses. Faisons du commun localement, faisons de la coopération localement. Et ça ne dépend que de nous. Oui, pour compléter effectivement l'apprentissage ou la formation sur les alternatives, enfin moi pour bien connaître le monde des startups, on cherche à monter quelque chose qui est connu, revendu et on passe à autre chose. On n'est pas dans la longévité, on n'est pas dans le projet d'entreprise, on n'est pas dans les communs de ce qu'on partage et ce qu'on a laissé comme trace. Oui, moi j'ajoutais par rapport à ce que tu disais aussi sur les inspecteurs, n'attendons rien des éditeurs non plus. Les éditeurs, c'est comme dans tout domaine, ils ne comprennent pas ce que le numérique peut changer, peut apporter. Ils essayent juste, comme dans la musique, de protéger leur territoire et de faire en sorte que leur territoire continue à exister. Et donc là, ce qui est effectivement un peu plus compliqué dans notre secteur-là, c'est qu'il y a une connivence évidente, tu le soulignais avec les inspecteurs, qui eux sont les auteurs des manuels. Donc il y a une complicité énorme qui existe entre les éditeurs, ceux qui produisent les manuels, qui fabriquent les manuels, mais qui sont aussi ceux qui évaluent les enseignants et qui font les programmes. À partir de là, il y a une espèce de verrouillage qui se fait. Mais bon, c'est le terrain qui peut en faire un pas de côté et puis on va faire autrement. Mais voilà, quand on regarde, moi j'ai ma femme qui est professeure des écoles, là où est-ce qu'elle retrouve le plus de ressources pour pouvoir proposer des choses à ses gamins ? C'est les collègues qui le font.
c'est des sites, et il y en a des milliers de sites avec des collègues qui ont fait des ressources. Voilà. Et on est dans la coopération pair à pair. Et on est dans le fait, tiens, moi j'ai fait un truc, c'est sympa, je le mets. Et puis d'autres l'utilisent. Voilà. C'est juste comme ça que ça marche bien. Bonjour, moi je suis Christelle Blouette, Réseau Culture 21. Je travaille sur les questions culturelles transversales à l'ensemble des politiques publiques. Il y a quelque chose qui me frappe dans toutes ces questions de commun et de nouvelles pédagogies, c'est qu'on fait peu le lien avec tous les pédagogues de l'école, des écoles alternatives qui existent depuis très très longtemps. C'est tout à fait le même esprit, mais on fait peu le lien dans les communautés d'acteurs, en fait. J'entends pas que les écoles Freinet, que les écoles Montessori, que De Crowley et autres mouvements pédagogiques peu développés parfois en France, mais très développés par exemple en Allemagne, sur les écoles Steiner ou autres, on fait pas le lien dans les communautés d'acteurs, alors que les principes sont les mêmes et les expériences sont énormes. La capitalisation des expériences est énorme et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de connexion. Voilà, ça m'interroge. Ça va se faire, mais pourquoi ça ne se fait pas encore? Voilà, ça m'interroge. Merci. Je m'appelle Marc. Juste pour répondre, en fait, ça commence à se faire. Il y a une manifestation il y a quelques semaines de cela qui s'appelle le Printemps de l'éducation et qui initie une forme de réseau, en fait, de ce que disait Michel, qui a vocation à réunir des gens qui ont envie que ça bouge, que ce soit dans le domaine au sein de l'éducation nationale ou à l'extérieur, et qui se mettent en réseau pour collaborer, pour partager. Aussi, ouais. Le problème, c'est que dans l'éducation populaire, tu as un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément dans une logique de coopération et de commun. Il y en a d'autres qui le sont. Alors, je vais positiver sur ceux qui sont. Les petits débrouillards, si tu veux, ils ont fait un wiki débrouillard. Il y a plein de projets. Ils sont sur des trucs un peu de sciences citoyennes dans lesquels, effectivement, ils font le choix des communs. Après, derrière, c'est compliqué parce que, par exemple, tu vois, un mouvement comme le Colibri, j'ai des copains qui travaillent avec eux, ils ont mis 3 ans à convaincre les Colibris de passer au commun. C'est-à-dire que les réseaux qui sont issus de ces mouvements un petit peu coopératifs ne sont pas toujours sur cette culture des communs. Donc il y a un temps de jonction des deux cultures qui est en train de se faire. Bon, une dernière question avant de passer à l'autre sujet, est-ce qu'il y aura des liens? On peut être dans les communs et avoir des visions parfois différentes du format juridique que ça prend. Bonjour, merci. Fergan Aziari, étudiant en droit dans le Val-de-Marne. J'ai une petite question pour réagir à tout ce qui a été dit. Une question que je me posais. On remarque que dans le domaine des idées, de la culture, du savoir, ça rentre paradoxalement dans le domaine public lorsque ça cesse d'être protégé par la puissance publique, paradoxalement. Est-ce que cela veut dire que en matière de culture, d'idées, de savoir, les États ne savent rien faire d'autre que défendre des intérêts catégoriels, excusez-moi, là où finalement le partage des idées se fera essentiellement par des initiatives collectives, privées? Je ne sais pas, c'est une question que je me posais. Aux États-Unis, ils ont beaucoup soutenu les initiatives d'éducation ouverte. Dans des pays comme les États-Unis, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été soutenues par l'administration publique qui soutient effectivement l'éducation ouverte. Ce n'est pas dans la culture française, ce serait trop long peut-être à revoir. Et à côté de ça, tu vas dans les pays d'Europe du Nord, tu vas en Espagne, ça existe aussi. Donc c'est variable, l'État peut se réformer. Au Conseil national numérique, on va produire un rapport sur la concertation où on essaie de faire quelques propositions justement pour la transformation de l'action publique pour que l'État devienne quelque part plus contributif, plus en attention aux usagers, plus ouvert. C'est vrai que ce n'est pas l'habitude en France. Mais encore une fois, je pense qu'on peut avancer localement. C'est ça le message que je voulais faire passer. On peut très bien travailler en réseau dans sa ville. On peut échanger avec d'autres classes Twitter. On peut échanger sur les réseaux de classes inversées. Tu prends l'exemple des classes inversées. Je suis sûr qu'en Bretagne, c'est là où je suis, il y a sûrement 100 profs qui en font. Mais les gens ne se connaissent pas.
Et donc, cette mise en réseau des acteurs, pour moi, c'est une des responsabilités importantes aujourd'hui des collectivités territoriales. La collectivité n'est plus prescripteur, c'est pas elle qui dit il faut faire ça. Et je trouve c'est pas à elle de dire je vais mettre un ordinateur dans chaque classe valise de collégien ou une tablette. Il faut qu'elle mette de l'énergie à regrouper les gens, à favoriser l'échange, que les gens se forment entre eux. Ça rapportera bien plus que le coût faramineux. Pour équiper un département en ordinateur, il faut 35 personnes pour animer le réseau. Est-ce que vous connaissez un département où il y a 35 animateurs pédagogiques, ou ne serait-ce qu'un animateur pédagogique financé par la collectivité? C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Apprenons à animer des réseaux. On a besoin de gens qui animent Wikipédia, qui animent OpenStreetMap, qui animent les réseaux coopératifs. On passe avec le numérique à une société de la contribution, où tout le monde peut contribuer, mais ces fonctions de contributeurs, elles ne sont pas reconnues. Voilà un petit peu avec les sujets avec lesquels on voulait ouvrir cette grande réflexion, et pas que sur le droit d'auteur, parce que voilà, on est sur des méthodes, sur de la formation, plus que sur des choses. Voilà, c'était une mise en bouche. On espère que ça vous donnera l'occasion d'aller creuser les petits liens, parce que pour le coup, il y a quelques sites de référence. On parlait du blog de Lebrun, voilà, c'est ça. Donc on va vous mettre ça pour, si ça vous intéresse de creuser, il y a quelques références intéressantes que nos intervenants nous feront partager. Merci. Un rapport aussi récent de la Commission européenne. Il y a, sur ceux qui sont intéressés aussi par l'impact des technologies sur l'éducation, il y a un rapport qui a été fait qui a été publié par la Commission européenne, qui a été fait par une fondation qui s'appelle le New Media Consortium, qui est une fondation américaine. C'est ce que disait Michel, hein, c'est aux États-Unis, en fait, il y a des fondations avec des praticiens qui sont là pour aider et pour orienter ce que font les États. Et donc il y a un rapport qui a été fait là, récemment sur justement les technologies qui vont impacter l'éducation et sur l'importance de la coopération et des méthodes pédagogiques. Si certains n'ont pas laissé leur contact à l'inscription, etc., pensez à le faire. Donc, merci beaucoup. On va peut-être donner la parole à Emmanuel Cos. Est-ce que eh oui, si tu le veux bien, hein, je veux dire, mais je crois qu'on avait tous envie de t'entendre. Non, mais ça va. Il n'y a pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Et excusez-moi pour mon retard, mais c'est la fin de semaine et je suis un peu compliquée. Déjà, je voulais vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir ici. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une initiative comme ça portée par deux commissions, donc la commission culture du parti et la commission partage 2.0 en lien avec nos eurodéputés. Et c'est vrai que pour nous, je pense que c'est une bonne évolution. Notamment pour après, je n'anticipe pas sur les débats d'après, mais pour discuter du droit d'auteur, parce que c'est évidemment des débats sur lesquels il y a beaucoup, depuis longtemps, de discussions, et où on essaie évidemment d'avancer sur ce sujet, en sachant quand même qu'en interne de notre parti, je crois qu'il y a évidemment un peu tout qui est présent, mais il y a beaucoup de militants qui ont travaillé depuis longtemps sur la question du commun. Je le dis puisque... y compris moi, hein, dans une autre vie, et je croise ici des gens que je connais, on a beaucoup travaillé sur la question des brevets, la question du droit d'auteur, puisque je viens du milieu activiste SIDA, on a beaucoup travaillé sur la question des médicaments génériques et donc des copies, et c'est très en lien, vous le savez, avec la question des brevets du droit d'auteur, et donc ça fait quand même... maintenant ça fait un bail, quoi. Ça fait 20 ans qu'on est sur ces sujets-là, et c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu il y a 20 ans, on essayait d'émettre quelque chose de nouveau sur ces questions, en ne restant pas justement sur la question du droit d'auteur, mais en posant la question en général de la propriété et de la question du libre. Dans notre pays, en France, c'est vrai que les choses ont évolué très différemment. Il y a eu des choses qui ont formidablement évolué au niveau international sur la question du médicament, même s'il y a beaucoup d'affaires, évidemment, encore. Et puis en France, on a eu tout le débat, évidemment, sur la question, notamment téléchargement, Adopi, tout ça. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, parce que vous la connaissez beaucoup mieux que moi. Et y compris dans certains domaines, on a peut-être un peu perdu parfois la bataille culturelle. Je le dis parce que, même si j'étais très occupée cette semaine, quand je vois comment a été accueilli en France par certains,
Et même, je n'ai pas suivi vraiment la commission, les auditions, mais quand je vois comment a été accueillie l'arrivée de Julia Reda en France, où quand même elle a été stigmatisée, en tout cas au moins par les discours que j'ai entendus, pour en fait stigmatiser le fait que quelqu'un qui appartient au parti pirate puisse s'occuper des droits d'auteur. Ça nous donne un peu quand même l'état du débat. Je parle d'une Assemblée nationale, enfin c'était à l'Assemblée, je crois, la commission, si je ne dis pas de conneries. Et j'ai pas regardé, parce que là je vois Sophie et d'autres, je pense que d'autres ont regardé les auditions et j'imagine le contenu de ce qui a été dit. Et je vous avoue que j'étais un peu séchée quand même de voir comment en France on accueillait l'avenue d'une députée européenne pour discuter de ça. Moi je vous le dis franchement, je trouve que c'est au contraire une très bonne nouvelle que quelqu'un qui n'est pas du lobby du droit d'auteur vienne travailler sur qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que de toute manière, dans ces sujets-là, la réalité, c'est qu'il y a des pratiques qui sont anciennes, que ce soit sur la question du téléchargement, du partage, de la co-construction ensemble, de la coélaboration. Tout ce que vous avez dit avant sur la question de pratiques très différentes, c'est une réalité et qu'on ne peut pas en même à côté de ça accoler quelque chose qui est porté notamment par l'industrie du disque, l'industrie du film et l'édition, qui est que rien ne doit bouger. Et je crois qu'il est évidemment, enfin moi j'espère vraiment que les choses peuvent évoluer, même si c'est vrai qu'on est face à des lobbies extrêmement forts. Et c'est sûr que moi, ce que j'ai connu dans un autre temps où on se battait face à l'industrie pharmautique pour obtenir des copies, on avait la réalité, c'est qu'on avait un argument de poids qui était quand même les millions de personnes qui avaient besoin de médicaments et qui, sinon elles n'en ont pas, meurent. C'est sûr que face à la SACEM et tout ça, on est dans une histoire un peu différente et c'est beaucoup moins facile. Il n'empêche quand même que je crois que ce que vous représentez les uns et les autres, pour celles et ceux que je connais, et ce que vous voulez faire de ça, et y compris les échanges qu'on fait là ce matin, me semble, enfin moi je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse porter ça et qu'on essaie d'arriver à donner un autre point de vue que le point de vue majoritaire, en tout cas en France, qui est quand même très sur le statu quo, malheureusement. Et par ailleurs, aussi peut-être à partir de ce que j'ai entendu tout à l'heure, et puis de la suite des travaux qui seront menés par ces commissions, aussi qu'on réinvente d'autres pratiques. Michel, tout à l'heure, tu as donné des exemples très simples de ce que pourraient faire localement des élus, des gens en responsabilité pour faire évoluer des choses. Et je crois aussi qu'il faut qu'on arrive à montrer que, enfin, on le fait déjà, mais à poursuivre l'idée que ce n'est pas que de tout d'en haut que tout se décide sur ces histoires-là et qu'il faut aussi accompagner les pratiques d'un point de vue très local. Et que ce n'est pas obligatoirement toujours beaucoup de moyens, mais que c'est souvent en fait aussi une place à l'innovation et une place aussi à faire de la coélaboration entre collectivités territoriales, par exemple, et experts de tel ou tel sujet. Et à ce propos, je vous donne juste une information, parce que quelqu'un interrogeait les pratiques des uns et des autres. Tu parlais des colibris et tout ça. Nous-mêmes, notre parti n'est pas non plus toujours... a parfois du mal à mettre ses pratiques toujours en phase avec ses convictions, je veux dire, sur ces questions-là, notamment de partage. Mais vous voyez, on a été confrontés dans le cadre des préparations des élections départementales. Évidemment qu'on a des outils électoraux pour analyser les circonscriptions, tout ça. La question de donner librement des données qui sont faites en accès libre, mais il faut après les analyser. Quand vous faites un redécoupage de cantons et tout ça, et de les donner librement. C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Je dis ça, j'espère vraiment que ça a été fait, mais c'était l'objet. En fait, on a, mais si, c'est en accès libre, en fait, je crois. J'espère. En tout cas, c'est construit. Non, mais c'est construit en tant que tel. Je veux dire par là qu'on a travaillé pour notre parti, par exemple, sur des données qui sont donc publiques. On les a analysées dans les nouvelles cartes de canton. On a répertorié l'ensemble des résultats des élections. Donc, c'est un outil à la décision. Et en fait, l'idée, par exemple, c'est qu'on le donne librement. La réalité, c'est normalement, on ne fait jamais ça, hein. Chaque parti a son propre truc. Nous, n'ayant aucun moyen d'avoir 10 personnes, par exemple, sur ces sujets-là, on a préféré se dire qu'on les donnait en accès libre, qu'on en ferait un partage pour justement essayer d'avancer. C'est un tout petit exemple, mais je dis ça parce que, y compris, il y a des gens chez nous qui ont dit « mais vous êtes sûr vraiment que ça vaut le coup de faire ça ?» Et nous avons pensé que oui, ça valait le coup, parce que c'est pas ça qui fait qu'on gagne des élections. Ça permet juste d'être parfois un peu plus intelligent
dans des stratégies. Donc je voulais simplement dire ça. Et puis ensuite, vous remercie pour votre présence et vos travaux. Et moi, je trouve ça extrêmement important qu'on puisse discuter de ça entre nous. Et puis peut-être aussi que ça soit le début d'un travail qui va certainement peut-être se traduire plus tard, en tout cas pour Europe Écologie Les Verts et dans d'autres moments aux journées d'été et puis peut-être aussi dans les discussions législatives à venir. Merci beaucoup.